Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire La Normandie fait, qui à chaque fois met en lumière une des valeurs fondatrices de la marque Normandie. Après l'audace entrepreneuriale, c'est l'engagement pour le développement durable qu'on a envie d'aborder aujourd'hui avec vous, au travers de la RSE, qui est un réel levier de performance et d'attractivité et qui est devenu aujourd'hui incontournable. Je me présente rapidement, je suis Nathalie Rouxel, responsable RH administratif et financier au sein de l'agence Normandie Attractivité. Je coordonne aussi la mise en place de notre démarche RSE interne et plus globalement une démarche régionale RSE partagée dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Pour animer ce webinaire qui s'adresse à vous tous, aussi bien TPE que grandes entreprises, collectivités ou encore associations, honneur aux dames, je vous présente ma collègue Magali Leblond, si vous ne la connaissez pas encore. Elle est responsable des partenariats pour l'agence, en duo avec Romain Saunier. Et notre intervenant du jour, Bruno Morin, qui a accepté de venir décrypter pour vous simplement et sans tabou la notion de RSE. Il est responsable développement et coordinateur RSE au sein de l'agence Seine-Maritime Attractivité, qui est notre partenaire, un de nos partenaires. Il est également fondateur et dirigeant de Déconvolution, qui est un bureau d'études en développement durable. Il vous en dira encore un petit peu plus sur lui tout à l'heure et sur son parcours. Juste avant ça, quelques petites précisions. Je tenais à vous informer que ce webinaire est enregistré. Vous aurez donc tout le loisir de le revoir ultérieurement et aussi de le partager. N'hésitez pas très largement. Vous avez le chat, je vois que vous vous en êtes déjà emparé, donc n'hésitez pas à vous exprimer via le chat et aussi et surtout posez vos questions dans la rubrique questions qui est juste à côté, puisque nous avons prévu un temps d'échange d'une dizaine de minutes en fin de webinaire pour que Bruno puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, Bruno, merci d'être parmi nous. Je vous laisse la main et je reviens tout à l'heure. Ok, merci. Bonjour à tous et à tous. Alors, le déplacement n'était pas très long, donc c'est facile de venir. Peut-être quelques mots pour me présenter, comme Nathalie vous le précisait. Donc, je suis ce qu'on appelle un cumulard parce que je suis responsable de développement au sein de l'agence Seine-Maritime Attractivité et coordinateur RSE, c'est-à-dire que je pilote toute la démarche de diagnostic au sein de mon agence. Mais je suis également donc dirigeant d'un bureau d'études qui s'appelle Écovolution et qui est spécialisé dans le management de la RSE, puisque j'accompagne en fait tout type d'organisation, petite entreprise à grand compte, dans le déploiement opérationnel de la RSE au sein de ces entreprises. J'accompagne ces mêmes entreprises éventuellement autour de sujets relativement divers, comme la santé et sécurité au travail ou le bilan carbone, pour ne citer que cela. Mon parcours est simple, j'ai fait des études de droit, je me suis orienté vers le développement économique pendant quelques années et puis j'ai eu assez rapidement le sentiment qu'en travaillant en matière de développement économique, souvent quand j'apportais un conseil spécifique aux entreprises, je jouais souvent les pompiers de service où j'intervenais assez tard et souvent pour résoudre les problèmes de ces mêmes entreprises. Donc m'est venue assez rapidement l'idée selon laquelle il fallait essayer de prévenir les risques, d'anticiper un certain nombre de contraintes grandissantes. Et c'est ce qui a véritablement forgé ma conception et ma compréhension de la thématique du développement durable, puis de celle de la RSE, ce qui s'est traduit par mon parcours professionnel, par la direction d'une association qui s'appelait Grande et qui accompagnait techniquement les entreprises et les acteurs normands dans la compréhension de ces thématiques-là. Et puis maintenant, à travers effectivement la création de mon bureau d'études qui me permet toujours d'accompagner notamment les industriels et les entreprises commerciales. Très bien, merci Bruno pour cette présentation. Nous sommes ravis de vous avoir donc à nos côtés pour ce webinaire RSE. J'avais une première question pour vous.
Donc, nous entendons en fait beaucoup parler de la RSE. Pouvez-vous nous expliquer donc en quoi cela consiste et à qui cela s'adresse, s'il vous plaît? Oui. Pour ça, je vais pas faire très original. En fait, je vais peut-être vous citer deux définitions qui pourront, je pense, apparaître à l'écran. Puisque c'est une notion qui s'est forgée au fil des années avec une première définition qui a été précisée en juillet 2001 par la Commission européenne, qui précisait ou qui définissait la RSE comme étant l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises dans leurs activités, avec toutes les parties prenantes internes et externes, on y reviendra. Et puis, la publication de la norme ISO 26000 fin 2010 a ensuite modélisé la responsabilité sociétale à l'échelle mondiale en la définissant techniquement comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et l'environnement. Alors, c'est une norme qui a l'avantage de fixer un cadre international. Je pense qu'on va pouvoir l'afficher ensuite sous la forme d'une belle petite fleur, et qui permet aux entreprises finalement de tout pays de parler le même langage. Elle offre en fait des lignes directrices dont peuvent se servir les entreprises et les organisations pour favoriser la mise en œuvre de politiques RSE. Alors, je parle de RSE ou de RSO, ça va me permettre de répondre à votre question, parce que c'est pour qui la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ce qu'on entend couramment, sauf qu'en fait, on parle véritablement de responsabilité sociétale des organisations, c'est-à-dire que mettre en œuvre ce type de démarche, ça concerne aussi bien les entreprises que les associations, que le secteur protégé, que les administrations, que les collectivités. Donc finalement, ça concerne tout le monde. On ne vous entend plus, Magali. J'avais coupé mon micro. Donc, il y a une transition pour la suite. Une petite question concernant l'implémentation de la RSE au sein des entreprises. Comment peut-elle se décliner au sein de l'entreprise et au sein des collectivités, concrètement? Oui. Je vais peut-être me permettre de refaire un petit point aussi pour expliquer un élément de contexte après la petite définition, parce que j'ai peut-être le sentiment que c'est sans doute quelquefois, ça peut sembler un petit peu lointain. Et pour parler de RSE, il faut peut-être essayer de repartir un petit peu de ce qui est à l'origine de tout ça, c'est-à-dire donc le développement durable. Et moi, j'en ai une conception qui répond sur un constat qui est relativement simple. Moi, j'ai l'habitude de penser que le monde est actuellement tel qu'il est fait, il est un petit peu complexe. Et nous avons tous un peu pris l'habitude de l'aborder de façon segmentée, de façon à ce que les éléments de cette segmentation soient plus compréhensibles que la globalité. C'est ainsi que l'on sépare, que l'on dissocie ce qui relève de l'économie, de ce qui relève de l'environnement ou de ce qui relève du social. Mais finalement, la complexité demeure et on s'aperçoit désormais qu'on ne peut plus ignorer les interactions entre les éléments de cette réalité et que la segmentation à laquelle nous nous livrons ne permet plus finalement de résoudre de façon satisfaisante les problèmes qui se posent à notre société. Alors, ma définition du développement durable, vous voyez où je veux en venir, c'est un développement qui repose sur une approche globale de la réalité, qui tient compte du message que nous a laissé le sommet de la Terre à Rio en 1992, selon lequel développement économique, protection de l'environnement et justice sociale sont absolument indissociables. Et les entreprises qui ont un rôle clé dans nos organisations ne peuvent échapper à cette réalité. Et la question de la déclinaison des principes du développement durable au sein des entreprises s'est donc posée progressivement et a favorisé l'émergence de ce concept de responsabilité sociétale qu'on vous a effectivement défini il y a quelques minutes. C'est donc dire qu'une entreprise, elle doit donc être finalement économiquement performante, tout en faisant preuve de précaution sociale et de précaution également environnementale. Et vous voyez qu'à travers ça, les trois dimensions du développement durable sont au cœur du processus. Et c'est donc avoir une vision stratégique pour son entreprise en la posant finalement sous un angle responsable et éthique. Et c'est un engagement. Alors comment effectivement cette démarche, elle peut ou elle doit se décliner au sein d'une entreprise ou d'une collectivité? Je dirais que déjà, c'est une démarche qui va s'adresser finalement à toutes les entreprises ou toutes les organisations qui ont déjà quelques salariés. Et il faut avoir une vision de cette thématique qui ne soit pas normative,
mais qui soit pratique pour favoriser la prise en compte et la compréhension par l'ensemble des acteurs. Alors, une notion qui était assez importante tout à l'heure quand on a défini la responsabilité sociétale, c'était la notion de partie prenante. Puisqu'une entreprise, elle ne peut plus performer dans son coin sans tenir compte des attentes et des besoins de ses principales parties prenantes. J'entends par là les acteurs avec lesquels elle est en lien, que ce soit ces acteurs directs, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs ou autres, mais également un certain nombre d'acteurs externes. Et donc, une entreprise, elle a intérêt effectivement à essayer de prendre en compte ces avis-là, essayer d'intégrer les attentes dans son fonctionnement. Mettre en place une démarche de RSE, pouvoir la décliner, ça pose aussi la question des ressources, naturellement, parce que c'est un outil d'amélioration et de pilotage stratégique qui doit être adapté à la taille, aux activités et aux moyens de l'entreprise. Ça, c'est important. Et ça ne sert à rien d'appliquer un cadre contraignant à une entreprise de 25 personnes de la même manière qu'un groupe de plus de 1000 personnes, finalement. Donc, je serais tenté de vous dire que pour répondre à votre question, comment elle se décline, ça demande finalement une bonne dose de pragmatisme et d'adaptabilité. Très bien. Et donc, pour revenir à tout ça, est-ce qu'il existe des obligations légales, notamment en termes pour des entreprises, concernant les tailles d'entreprise ou les structures, juridiques, etc. Alors, je vais faire une réponse de vrai normand, je vais dire oui et non. Alors, il y a certaines entreprises, de façon schématique, les sociétés de crédit, les entreprises d'assurance ou de prévoyance, les entreprises de plus de 500 personnes, qu'elles soient cotées ou non cotées, peuvent être soumises à l'obligation de produire annuellement ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. C'est donc effectivement un document qui a évolué, qui est un petit peu régi actuellement par une directive européenne qui date de 2017 et c'est en train d'être travaillé au niveau du Parlement européen. Mis à part ça, la RSE, ça reste une démarche volontaire. Et ce qui me fait dire que la notion d'engagement du dirigeant, elle est primordiale. Et donc, par rapport à ça, je serais tenté de vous dire, allez-y, profitez du fait que c'est justement une démarche qui est volontaire, qui repose sur la bonne volonté, la conviction propre du dirigeant de ses équipes. C'est finalement le meilleur moment pour pouvoir s'y engager. Et donc, une entreprise qui décide de mettre en place une démarche RSE, est-ce que ça a un intérêt pour la structure en termes de levier économique, en termes de bénéfices? Comment on pourrait caractériser cette partie-là? Oui. Alors, en fait, il y a forcément un intérêt. Enfin, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais pour moi, il y a trois raisons déjà majeures qui doivent faire en sorte qu'une entreprise, elle doit s'engager. Peut-être avant même de poser la question du retour sur investissement. Elle doit s'engager pour continuer à produire de la valeur dans de bonnes conditions, pour s'adapter au contexte et pour améliorer son efficacité économique et financière. Alors, quand je cite ces trois raisons-là, on comprendra qu'il y a une logique à la fois de contrainte et d'opportunité. Et finalement, la RSE, c'est aussi une alchimie délicate entre la gestion de la contrainte et de l'opportunité. Quand je dis qu'une entreprise a intérêt à s'y engager, une entreprise, une organisation a intérêt à s'engager pour continuer à produire de la valeur dans de bonnes conditions, c'est tout simplement parce qu'on ne pourra pas continuer à produire de la valeur telle qu'on le fait actuellement en épuisant les ressources naturelles au rythme où on le fait, et que la protection de l'entreprise passe aussi à travers la protection de notre environnement immédiat, à travers la protection de la planète. Je crois que c'est Li Keqiang, quand il était, avant qu'il soit Premier ministre chinois, quand il était vice-premier ministre, qui avait dit le miracle économique s'arrêtera le jour où la nature ne pourra plus suivre. On est clairement dans ce schéma-là. Donc ça, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, une entreprise, elle a intérêt à essayer de s'adapter au contexte. Elle doit anticiper les exigences grandissantes de partenaires extérieurs. On peut prendre ne serait-ce qu'une approche qui est celle de la loi et des règlements. Ça réglemente très vite et à tous les échelons. On peut parler de la loi sur le devoir de vigilance, la loi sur l'obsolescence programmée, la loi Pacte et les directives européennes. Si on parle de l'Europe, ne serait-ce qu'un exemple, le droit communautaire de l'environnement est à l'origine de plus de 80% des décisions qui sont appliquées dans les États membres. C'est donc dire que c'est primordial. À côté de ça, une entreprise, par exemple, elle peut avoir aussi un intérêt fort à prévenir les exigences grandissantes de ses donneurs d'ordre, comme ça a pu être le cas au sein des entreprises agroalimentaires qui ont finalement, en région, avec les travaux publics, été les premières à réagir, puisque souvent,
ces entreprises-là, et moi j'ai pu le rencontrer dans les accompagnements que j'ai menés toutes ces dernières années, elles sont souvent, on leur intime presque l'obligation de répondre à des cahiers des charges qui sont extrêmement précis pour avoir le droit, entre guillemets, presque de commercialiser leurs produits, sinon elles sont blacklistées. Moi, ça, je l'ai déjà vécu. Une entreprise, elle a un intérêt à prévenir les exigences aussi des consommateurs, les évolutions du marché, mais également des ONG et des groupes d'opinion. Et ça, c'est pas simplement qu'une démarche qui soit macroéconomique. Ça ne concerne pas que les grands groupes, puisque j'ai pu, au cours de ma carrière, rencontrer des entreprises, notamment dans les travaux publics, qui étaient souvent amenées à devoir discuter avec un certain nombre d'associations environnementales pour continuer à travailler dans de bonnes conditions, parce que les maîtres d'ouvrage leur demandaient souvent d'essayer de se mettre autour d'une table pour à la fois réaliser un chantier dans de bonnes conditions, mais en écoutant ce que pouvait proposer une association environnementale qui trouvait que telle ou telle pratique n'était pas conforme à ce qui devait se faire. Et puis on constate également une pression grandissante des investisseurs dans un certain nombre de fonds de pension notamment qui investissent assez massivement dans des entreprises qui sont que je qualifierais plutôt de plus vertueuses, parce que ces fonds de pension considèrent qu'il y a moins de risques de gestion avec des entreprises qui sont engagées dans des démarches de développement durable et qu'elles offrent davantage de garanties parce que ce sont des entreprises qui ont l'habitude de surperformer. Il y a une autre contrainte potentielle. On pardonnera si d'aventure des gens qui travaillent pour les collectivités locales sont là, mais effectivement, la collectivité locale, elle ne compte plutôt souvent sur l'injonction de faire que sur le volontarisme du dirigeant. Donc, une entreprise, elle va aussi être impactée très clairement par une recommandation ou une politique qui peut être mise en place par une collectivité territoriale. Si je prends par exemple la mise en place d'un plan climat et énergie territorial, ça peut avoir une incidence sur un certain nombre d'aspects et de problèmes quotidiens de l'entreprise. Donc, il y a finalement, par rapport à ce deuxième critère qui est l'adaptation au contexte, il y a 3 types d'incitations que je qualifierais de contraignantes: une pression du marché, une pression régalienne, une pression sociétale. Le 3e critère, c'est améliorer son efficacité économique et financière. Et là, je reviens un petit peu à votre question. Je pense que le développement durable et à travers ça la RSE, c'est utile pour rechercher finalement toutes les voies qui permettent de minorer certains postes de charge et qui permettent d'accroître les performances sur les marchés. Alors, Emmanuel Faber, que je prenais loisir à citer assez régulièrement avant qu'il se fasse débarquer de Danone, disait qu'il n'y avait pas d'opposition entre un business et un projet social environnemental. C'était même la clé du succès de l'entreprise. Je le crois toujours. Et je pense qu'il en est toujours persuadé. Et ce qu'il a mis en place depuis des années chez Danone, quand même, le prouvait assez largement. Une entreprise, elle va avoir intérêt à essayer d'optimiser son organisation, de travailler en matière d'investissement éco-ciblé si on prend ça sous le prisme d'une meilleure gestion, par exemple environnementale, et de meilleures pratiques énergétiques. Donc détecter finalement des sources potentielles d'économie en matière de protection de l'environnement ou de gestion de ses consommations, c'est quand même quelque chose d'assez basique, mais sur lequel il y a matière à travailler. Une entreprise, elle doit pouvoir aussi s'emparer de la RSE pour essayer d'établir quelquefois de nouveaux business models et de pouvoir innover. Et cette volonté d'innover, on la retrouve assez facilement chez des entreprises au sein d'entreprises régionales qui ont finalement bien intégré ce principe-là. On retrouve ça au sein du groupe Servier, chez Ori Industries, par exemple, à Bolbec, qui a mis en place une fabrique qui est un labo collaboratif dans lequel des cadres se voient confier des missions push avec l'obligation de résoudre des problèmes de l'entreprise dans un temps limité avec des cadres qui viennent d'horizons différents. Ils proposent même ces services-là à des entreprises qui sont extérieures, qui dépendent de leur territoire. On a Chéreau sur Avranches, le groupe Chéreau, qui développe la première semi-remorque frigorifique à hydrogène. Donc, on a des grands comptes qui s'emparent de ces questions-là. Et puis, on pourrait citer des gens comme Le Gallais, on pourrait citer Hamelin, etc., des gens qui font de la prise en compte de l'innovation leur cheval de bataille. Et puis, on retrouve ça aussi à l'échelle de PME, de TPE, de PME comme un Morphosis qui est maintenant planté sur Fécamp et qui fait du recyclage et du retraitement de métaux et de matières premières en récupérant les D3E. C'est une entreprise qui est ultra innovante à l'échelle française et européenne, une entreprise Unifer comme Unifer Environnement, et puis des TPE, comme On va semer, qui est une entreprise qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Delphine Braille et qui fait du team building et des ateliers de permaculture au sein des entreprises, ou cette famille qui est une entreprise qui a été créée effectivement sur Argentan et qui a développé un service d'accueil
et d'hébergement des seniors, donc au sein de familles, avec une approche complètement innovante. Et on voit que cette innovation, elle est présente un petit peu partout. Mettre en place une démarche de RSE, c'est aussi pouvoir à un moment donné communiquer sur ces bonnes pratiques, parce que je dirais que quand on fait bien les choses, on peut être d'autant plus légitime à pouvoir en informer les tiers. Et puis, je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait que rien n'est plus contagieux que l'exemple. Mais quand on fait bien, je pense qu'il faut pouvoir être inspirant aussi pour les autres. Et ça constitue aussi un outil de différenciation parce qu'il est révélateur finalement de la bonne santé de l'entreprise. Et puis les sociétés qui sont considérées comme étant responsables sont souvent des sociétés qui sont pérennes, solides au niveau financier managérial. Et c'est un bon atout en termes d'attractivité. Et on est là aussi pour parler d'attractivité. Tout à fait. Et puis, il y a une autre donnée qui est fondamentale, si on travaille sur l'amélioration de son efficacité, c'est que la RSE, c'est un bon moyen de mobiliser ses équipes autour d'enjeux qui sont partagés. C'est le fameux, si vous me pardonnez l'anglicisme, c'est le fameux feel good factor, qui doit permettre finalement de passer d'une gestion des ressources humaines à la gestion humaine des ressources et qui offre aux dirigeants la capacité de pouvoir fixer une vision de son entreprise à 4-5 ans, ce qui est généralement assez rassurant pour des salariés dans un contexte comme celui qu'on rencontre actuellement, qui est extrêmement anxiogène. Et de savoir pour un salarié dans une entreprise que ses dirigeants réfléchissent au devenir de l'entreprise dans les quelques années qui viennent, c'est quand même extrêmement rassurant. Voilà. Donc encore une fois, 3-4 items qui font qu'il y a un intérêt à pouvoir s'engager. Très bien. Et donc demain, je décide, après tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, de me lancer dans une démarche RSE. Quelles pourraient être les étapes, vos recommandations pour bien débuter la démarche? Très concrètement, alors moi je suis tenté de vous dire, mais je répète ce que l'on me dit et ce que l'on me propose après effectivement avoir accompagné quelquefois certaines entreprises. J'entends toujours dire que la RSE c'est finalement très subtil. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'on ne fait pas de la RSE sans le savoir, surtout pas. Et la RSE c'est justement savoir ce que l'on ne fait pas. Ça n'est pas qu'un simple empilement de bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de benchmarker, de voir ce qui se pratique ailleurs et de dire assez mécaniquement, tiens, on va faire ça parce que ça m'a l'air assez sympa. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Pour engager sa démarche, on ne peut pas raisonnablement faire l'économie d'un diagnostic qui doit, si vous me passez l'expression, permettre finalement d'accoucher sur une feuille de tout ce qui est déjà réalisé par l'entreprise, donc de faire en quelque sorte un état des lieux, avant de détecter les champs non couverts et sur lesquels l'entreprise a un intérêt stratégique à s'améliorer. Ça, je pense qu'on va pouvoir le présenter sur un petit slide. J'entends par là que mettre en place une démarche RSE, et développement durable, c'est d'abord reconnaître qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut faire des choix et qu'il convient de se concentrer sur quelques sujets prioritaires. Alors, c'est ce que vous retrouvez ici, grosso modo, sur ce slide-là. Il va falloir effectivement peser à travers la mise en place d'une stratégie de responsabilité sociétale quelques enjeux significatifs. Alors, c'est vrai que mettre en place une démarche de RSE, faire un diagnostic, ça permet aussi quelquefois de poser une vision et définir des valeurs de l'entreprise parce qu'elles sont généralement pas écrites, pas définies, pas partagées, ça c'est important. Et puis le but, c'est in fine d'arriver à la conclusion, à la mise en place d'un plan d'action. Et sur le slide suivant, pour vous montrer un petit peu mécaniquement comment ça peut se passer, quand je vous disais que l'entreprise, elle doit déterminer quels sont les sujets sur lesquels elle a un intérêt stratégique à s'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu l'éprouver depuis plus de 12 ans maintenant où je travaille sur ces sujets-là. C'est que si vous interrogez un dirigeant ou un de vos pairs effectivement à ce sujet, qui n'est pas encore engagé, il va peut-être vous dire, écoutez, moi mécaniquement, je vais peut-être faire du relamping, changer mes lumières, me trier mes poubelles. Donc c'est très bien, mais est-ce que ces enjeux-là, ils ont un intérêt majeur pour l'entreprise et pour ses principales parties prenantes? Est-ce que le fait de changer vos lumières, de changer effectivement ou d'améliorer la gestion de vos déchets, c'est le sujet le plus stratégique pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour vos salariés? Peut-être pas. Et c'est pour cela que lorsqu'on réalise ce travail de diagnostic, qui est à mon sens indispensable, il faut pouvoir passer en revue un certain nombre de sujets, un certain nombre d'enjeux,
déterminer, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur ce slide-là, si ce sujet il est important pour l'entreprise, est-ce qu'il est maîtrisé et quelle importance il a également pour les principales parties prenantes de l'entreprise. Donc, vous avez en quelque sorte un triple tamis. Et c'est ce triple tamis, le questionnement qui va être suscité logiquement par l'accompagnateur, qui va permettre de faire apparaître les sujets prioritaires avec un certain nombre d'objectifs. Et puis après, on rentre très clairement dans une logique d'amélioration continue et de PDCA avec la mise en place d'un plan d'action, une actualisation, une vérification régulière, de l'avancée des travaux et une communication adaptée. Et tout ça, ça doit venir s'auto-alimenter. J'ai l'habitude de dire que la RSE, c'est presque un voyage sans fin, si je devais prendre une métaphore un peu maritime. Bien justement, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours effectivement matière à progresser d'une année sur l'autre. Et puis, des actions qu'on n'aura pas pu mettre en place sur une année parce que voilà, notre plan d'action il sera déjà un peu complet. Il ne faut pas surcharger la barque. On les décalera et on les réalisera sans doute un petit peu plus tard. Et puis, un point qui est fondamental pour s'engager dans une démarche de ce type-là, il faut pouvoir désigner une personne qui est en charge de la démarche, un référent qui pourra à son tour s'appuyer sur des relais dans l'entreprise. Alors, ça ne doit pas être simplement une personne à qui on confie le bébé, qui se récupère toute la gestion d'une action de ce type, sans pouvoir compter sur un certain nombre de relais en interne. Sinon, c'est un peu charger la barque, justement, et c'est un petit peu compliqué. Et donc, à vous entendre, on pourrait comprendre que c'est compliqué et source de contraintes. Quels seraient les freins qu'on pourrait rencontrer dans cette volonté de mettre en marche une démarche RSE en seule entreprise? La première contrainte, moi j'en identifie deux principalement, ou deux difficultés. C'est à mon sens faire face à ce dont on manque le plus, c'est-à-dire le temps. Ça va effectivement nécessiter un investissement temps, pas forcément un investissement financier extraordinaire, mais un investissement temps parce qu'il va falloir mobiliser une personne, mobiliser une équipe et fonctionner idéalement en mode projet. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir arriver à cadrer. Alors, on sait souvent que la RSE c'est souvent la priorité, mais après toutes les autres, et c'est justement la deuxième contrainte. Deuxième difficulté, c'est d'arriver à engager une démarche de moyen ou de long terme quand on est confronté à des impératifs de court terme. Voilà, c'est sans doute un peu compliqué et logiquement un peu secondaire d'arriver à se poser ce type de questions quand on ne sait pas comment on va avoir à gérer les commandes ou autres de ses clients, etc. d'ici la fin du mois. Donc c'est aussi une question de priorisation. Alors, un certain nombre de dirigeants qui se sont engagés il y a des années, à une époque où la crise était là aussi relativement présente, mais pour d'autres raisons, disaient que c'était justement quelquefois en période de crise qu'il fallait essayer de se poser les bonnes questions et que les entreprises qui se posaient les questions maintenant, ce seront celles qui surperformeront dans les années qui viennent. Et ça, c'était le cas chez certains de mes anciens adhérents dans l'agroalimentaire, le disait Marc-Antoine Troletti, qui était président de la Fédération générale des travaux publics, le disait fort bien dès 2010. Donc tout ceci, c'est difficile à entendre, mais effectivement, c'est une contrainte qui doit pouvoir être relevée. Après, je serais tenté de vous dire qu'on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif. Il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre, parce que il y a de la résistance au changement, parce qu'il n'y a pas de conviction personnelle, parce qu'un certain nombre de personnes vont penser que ça concerne pas les PME, que c'est un truc, comme on a pu me dire quelquefois, qui concerne uniquement les grands comptes, et c'est pas vrai du tout. Moi, j'accompagne et j'ai accompagné des entreprises de 5 personnes et des groupes de plus de 1000. Enfin, je veux dire, ça s'approprie, ça se met en place de façon pratique. Et puis, encore une fois, peut-être pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, un certain nombre de dirigeants ou de responsables d'organisation ont peut-être un manque de perception des bénéfices économiques qu'ils peuvent tirer à l'intégration de cette thématique. Or, on sait maintenant, moi je l'avais déjà vu effectivement au sein de l'association que je dirigeais pendant des années, on sait que un certain nombre d'études empiriques, et notamment celle qui avait été menée par France Stratégie, à laquelle j'avais participé en mon temps, avaient prouvé que des entreprises, c'est une étude qui avait été menée, je crois, auprès de 8500 entreprises, avait prouvé que les entreprises qui étaient engagées en matière de RSE, déjà c'était des entreprises qui détruisaient moins de valeur, à la fois sociale et environnementale, et qui présentaient des performances financières qui étaient plus importantes
avec des résultats qui étaient de l'ordre, avec un différentiel qui était de l'ordre de plus de 10%. Alors moi, ça me semblait important, sans doute un peu trop. J'ai essayé de pondérer ce chiffre-là, parce que je me disais que les entreprises qui étaient finalement en capacité de produire ces chiffres-là, c'était peut-être déjà des entreprises qui étaient en meilleure santé, ou qui étaient structurées de telle façon à ce qu'elles pouvaient engager plus facilement les démarches, mais il n'en reste pas moins que par comparaison avec un certain nombre d'entreprises, on arrive à voir que les entreprises qui sont engagées, elles dégagent effectivement, elles arrivent à générer des économies ou à dégager de la marge de manœuvre supplémentaire avec des résultats opérationnels qui sont généralement supérieurs à leurs homologues ou à leurs concurrents. Hein, il y a pour moi quatre items qui caractérisent un petit peu le retour sur investissement qu'on peut attendre d'une démarche de responsabilité sociétale. C'est d'une part de penser réduction des coûts. Ça, effectivement, c'est assez facile à imaginer. La diminution et la prévention des risques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux. L'augmentation du chiffre d'affaires, notamment par le développement de nouvelles offres. Et puis le quatrième point, c'est l'amélioration de la productivité. Donc à travers ça, quand on intègre ça, et quand on arrive in fine quelques années plus tard à mesurer ce retour sur investissement, donc c'est le meilleur moyen de communiquer et puis de pouvoir prouver à d'autres que c'est certes effectivement un engagement en termes de temps, mais qu'il y a surtout in fine un retour sur investissement qui est évident. On a aussi la donnée, on va dire, salariale, dans le sens où une entreprise qui a une démarche RSE peut aussi être une entreprise attractive en termes de… Oui, complètement, parce qu'on parle beaucoup de marque employeur. C'est vrai que toutes les études qui sortent à peu près maintenant, il y en a encore une qui est sortie il y a quelques mois de ça, qui a été publiée par BNP Paribas, montrait que pour les entreprises qui ont embauché, par exemple, des jeunes diplômés ou qui sont en recherche, il faut savoir que les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, par exemple, sont assez attentifs, quelquefois, à la situation ou comportement des entreprises en matière de pratiques responsables. À côté de ça, vous avez dans d'autres secteurs d'activité, dans l'agroalimentaire, dans les travaux publics ou dans d'autres métiers, dans la logistique ou autres, etc., des efforts significatifs qui ont été faits par ces mêmes entreprises dans la prise en compte de la pénibilité des métiers, qui ont donc fait de gros travail en matière d'aménagement de postes de travail et mettre en place ce type de politique sociale, ça doit pouvoir aussi être un facteur qui doit permettre de mieux faire comprendre quels sont les métiers, comment on travaille, qui sont aussi, attirants parce qu'on peut faire de belles carrières naturellement dans ces métiers-là et que c'est pas simplement que la pelle et la pioche, entre guillemets, et qu'il y a au contraire des opportunités de développement qui sont majeures à des entreprises qui font de la précaution sociale leur cheval de bataille. D'accord. Et donc, quel levier en fait peut-on activer donc quand on souhaite se lancer dans cette démarche, notamment, est-ce que vous avez une idée à peu près pour une entreprise du coût d'un consulting si on veut se faire accompagner pour mettre en place la démarche RSE? Une fourchette de prix? Alors déjà, quel levier on peut activer pour se lancer? Il faut déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, désigner un référent qui va pouvoir coordonner la démarche en décloisonnant les services. Alors ça, c'est hyper important. C'est le principe même d'une démarche RSE. Vous avez peut-être aperçu rapidement sur la petite Marguerite qu'on vous présentait tout à l'heure les différents sujets qui définissaient et modélisaient la responsabilité sociétale. Donc, c'est parler d'environnement, de relations et conditions de travail, de droits de l'homme, de loyauté des pratiques, donc de droits économiques, de santé et sécurité des produits, de lien avec la communauté et de gouvernance. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre une démarche de responsabilité sociétale si on ne traite pas tous ces sujets-là. Sinon, c'est pas de la responsabilité sociétale, c'est de l'environnement, c'est de la santé et sécurité au travail, ce qui est très bien en soi, mais c'est pas de la responsabilité sociétale. Donc, il faut décloisonner. Et une démarche RSE, elle va devoir parler à toutes les composantes d'une entreprise, donc les RH, la production, la logistique, les achats, la QHSE, etc., etc. Et donc, il va falloir se réunir en groupe projet et travailler avec les différentes directions métiers. Et pour pouvoir aussi travailler là-dessus, il faut s'appuyer sur, on a besoin d'un certain nombre de référentiels.
Donc, idéalement, l'ISO 26000. Hein, moi, effectivement, c'est presque mon livre de chevet, j'en plaisante, mais pas tant que ça, parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir des éléments de comparaison d'une entreprise à une autre, d'une organisation à une autre, d'un pays à un autre. J'ai un petit exemple, puisqu'il y avait, ça devait, il me semble, être en 2011, donc quelques mois après l'apparition de la norme ISO 26000, je m'étais rendu dans une pêcherie du côté de Fécamp, et je rencontre le responsable QSE, et je commence à lui parler de la norme ISO 26000, il me dit non, c'est bon, je connais. Alors moi, je dis, bon, bah, écoutez, très bien, c'est sans doute donc votre organisation professionnelle qui vous en a parlé. Il me dit, non, pas du tout, c'est un de mes clients chinois. Donc, ça veut dire que voilà, c'est des choses qui sont maintenant comprises à peu près internationalement, peut-être pas par les Américains, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui doit pouvoir parler à tout le monde. Donc, l'ISO 26000 ou ses déclinaisons sectorielles. J'entends par là que l'État a organisé à travers la plateforme RSE ou des organisations professionnelles, des syndicats patronaux se sont organisés pour créer des déclinaisons sectorielles de la norme ISO 26000 adaptées à leur métier. C'est le cas dans les travaux publics depuis longtemps, dans l'agroalimentaire, c'est le cas dans la logistique, au sein des industries extractives, dans les entreprises de propreté, les entreprises d'insertion, etc., etc. Donc, pour moi, c'est le cadre. Après, une entreprise qui veut toucher du doigt doucettement ces thématiques-là, elle peut travailler ou s'inspirer du Global Compact, par exemple, et de ces 10 principes, qui est une manière de faire des premiers pas autour de la RSE, hein, et c'est ce qui peut permettre à une entreprise de s'outiller. Pour autant, moi, je déconseille en règle générale à une entreprise de s'y engager seule. Et il me semble important qu'une entreprise se fasse accompagner par ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, parce que rien ne remplace un regard extérieur. Alors pour autant, si on parle effectivement d'accompagnement extérieur, c'est effectivement rentrer dans une logique de coût, mais après, je dirais, il faut, je pense, concevoir cette démarche-là aussi comme un investissement. Et rentrer dans une logique d'accompagnement extérieur, ça suppose de faire intervenir un cabinet de consulting avec des coûts qui sont variables, qui sont facturés à la journée, qui courent entre 1000 et 1500 euros. Généralement, 1500 euros, c'est plutôt pour les Parisiens, avec des durées d'accompagnement qui seront variables en fonction des attentes, naturellement, puisque la proposition elle doit être adaptée aux attentes de l'entreprise. Attention, hein. Ça, c'est important. Et puis, il faut que ça matche avec la personne que vous avez en face de vous. Et avec des durées d'accompagnement qui vont osciller minimum entre 3-4 jours, voire plus, selon ce que vous souhaitez en faire. Il y a souvent moi une opération que je propose qui est très intéressante, qui est de dire on fait un diagnostic, mais en plus, on fait ce que j'appelle un recueil de perception de parties prenantes, où on va interroger un certain nombre de parties prenantes internes, mais surtout externes, pour essayer de percevoir l'image du fonctionnement de l'entreprise, à l'extérieur. Quelle image ont-ils de l'entreprise dans ces grands principes, dans l'application des grands principes de développement durable? Et très souvent, c'est intéressant parce qu'on observe quelquefois un décalage entre le ressenti propre de l'entreprise et de ses cadres dirigeants et la perception que l'entreprise peut donner d'elle-même à l'extérieur. Et ça vient très clairement, souvent, alimenter le plan d'action. Donc, du coup, si on rentre dans ce type de schéma, il faut rajouter quelques jours en plus. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'on est quand même dans une région où on a la chance d'avoir effectivement donc des dispositifs d'accompagnement qui sont finançables. Hein, je pense notamment aux interventions de la Normandie sur ce sujet, ou aussi aux interventions, par exemple, de l'ADEME qui, via le dispositif Tremplin pour la transition écologique, vient aussi quelquefois financer un certain nombre d'accompagnement, y compris sur des sujets comme le bilan carbone ou autres. Donc, il y a des moyens de faire financer assez largement, je pense qu'il y a une fenêtre de tir, l'ensemble de ces démarches-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Tout à fait. C'est vrai que toutes ces structures sont le mérite d'exister en région et qu'il y a vraiment une vraie dynamique à vraiment essayer d'aider les entreprises à développer le RSE. Donc, il ne faudra pas hésiter. On communiquera sur ces éléments-là ensuite. Donc, si on devait retenir en fait 3 éléments essentiels pour la réussite en fait de la mise en place d'une démarche RSE, donc demain, quels seraient ces trois éléments? Moi, je dirais qu'une démarche de RSE, la réussite
une démarche de RSE se garantit à travers 3 principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut concevoir celle-ci comme étant un moyen de créer de la valeur économique, humaine de façon responsable. La RSE, ça doit vraiment être envisagé, pas tant comme une contrainte, mais comme un levier de performance pour son entreprise. Et puis, il y a une donnée qui est fondamentale, c'est qu'il y a un préalable. C'est comme, voilà, c'est l'engagement du dirigeant, hein, comme pour toute inflexion dans la politique de l'entreprise. Si vous n'avez pas, l'engagement ou l'accord tacite du top management de l'entreprise, c'est complètement injouable. Donc, il faut bien évidemment que les dirigeants soient pleinement convaincus de l'intérêt de la démarche. Et pour cela, je dirais que ça doit pouvoir se traduire à terme pour eux. La RSE, ça doit être véritablement la possibilité de mettre en place et d'afficher leurs propres convictions sur l'environnement, sur le volet social et sur la définition d'une bonne santé économique. J'insiste bien là-dessus. Donc, c'est vraiment, en fait, si on reprend tout ça, c'est vraiment important que le dirigeant se inscrive, en fait, cette réflexion RSE dans son plan de développement économique et stratégique aussi, en quelque sorte. On est vraiment sur une dimension qui est stratégique. On définit la vision du succès de l'entreprise pour les années qui viennent, et ça n'est pas simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une compilation de bonnes pratiques, surtout pas. Et puis, je vous précisais qu'il faut bien évidemment l'engagement non équivoque du dirigeant. Il faut pouvoir constituer un groupe projet, et puis à un moment ou un autre dans la démarche, bien évidemment, associer les équipes qui seront volontaires pour pouvoir y aller, parce que ça crée de l'entraînement. C'est Christophe Boger qui travaille pour effectivement le groupe Valmont Normandie qui me disait ça fort bien. Il me disait qu'à un moment donné, effectivement, mettre en place ce type de démarche, s'assurer de la participation de ces équipes, ça crée de l'engagement, qui à son tour crée de la productivité, qui crée du résultat, qui crée de l'intéressement, qui recrée de l'engagement. Et tout ça, ça s'auto-alimente. Et donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. Donc, on est vraiment sur une démarche d'engagement forte. Très bien. C'est vraiment un élément important, oui, pour le chef d'entreprise et son équipe, de créer cette cohésion autour de la démarche RSE. Bien sûr. Donc, donc je souhaite m'engager. Donc, j'hésite à le faire seul. Donc, on le disait tout à l'heure, il existe des supports en région. On peut peut-être revenir un peu plus sur cet élément-là, et puis on fera le lien avec notamment Nathalie qui pilote cette démarche au sein de l'attractivité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce point-là? Sur l'accompagnement, en fait, qui peut être mis en place. Voilà, ce qui existe un peu plus concrètement. Ce que je serais tenté de demander à une entreprise qui souhaite, par exemple, s'engager dans la démarche, c'est peut-être déjà de se rapprocher de son syndicat professionnel. Parce que il existe, comme je vous le disais maintenant, beaucoup de déclinaisons sectorielles de la RSE. Donc, souvent, vous avez la possibilité de pouvoir rentrer dans des logiques de labellisation ou d'évaluation en matière de RSE. Alors ça, c'est un petit aparté. La RSE, ça ne se certifie pas, absolument pas. Si jamais quelqu'un vous vend de la certification, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, puisque lorsque la norme ISO 26000 a été publiée, il a bien été convenu, et c'est très bien, qu'elle ne soit pas certifiable, parce qu'on ne peut pas dire qu'on arrive à un moment donné, ça y est, je suis à un état de RSE, je bouge plus, j'y suis arrivé. Non, ça se passe pas comme ça. Alors, donc, comme cette démarche-là n'était pas, entre guillemets, certifiable, un certain nombre d'organisations, commerciales, privées, se sont emparées, se sont engouffrées là-dedans pour vendre ces selons de l'évaluation ou du label. Alors, vous pouvez y aller, ça peut être utile, c'est pas obligatoire, parce que si vous rentrez dans la logique de la labellisation, etc., ça peut être relativement coûteux. Le mieux, c'est peut-être dans un premier temps, justement, de vous rapprocher de votre fédération, de votre syndicat professionnel, qui va peut-être pouvoir vous guider, parce qu'eux, ils auront à ce moment-là des outils qui auront été développés de façon sectorielle, qui s'appliqueront plutôt assez bien à vos métiers, à vos préoccupations, et qui seront, beaucoup plus abordables. Donc ça, c'est le premier réflexe. Après, écoutez, quand vous n'êtes pas une entreprise ou que vous êtes une entreprise non adhérent à une fédé ou dans la fédé ne sait pas emparer de ces questions-là,
écoutez, il faut voilà, essayer de voir auprès de votre réseau comment se sont fait accompagner vos homologues, par qui se sont-ils fait accompagner, et puis rencontrer voilà, un consultant qui pourra vous guider dans la démarche. Alors, on n'est pas très nombreux en Normandie, hein, très honnêtement. Donc, si on est, allez, si on est 2-3, c'est vraiment le grand maximum. Pour autant, vous pouvez tout à fait avoir quelquefois recours à des cabinets qui sont extérieurs à la région. Moi, à titre personnel, je ne dépasse pas les frontières de la Normandie parce que c'est la région que je connais, avec des profils socio-économiques que je connais. Et je trouve que c'est souvent assez compliqué de pouvoir aller travailler dans une région autre, alors qu'on ne connaît pas forcément les profils, encore une fois, socio-économiques, les profils industriels ou autres des régions en question, et que c'est bien d'avoir affaire à des personnes qui connaissent le territoire. Ceci dit, je dis ça, j'ai rien dit. Hein, mais donc, encore une fois, donc essayez de vous rapprocher de vos fédés ou de vous rapprocher, vous appelez Normandie Attractivité, vous appelez d'autres organisations qui peuvent vous accompagner sur ce volet-là. Pour les entreprises touristiques, vous pouvez vous rapprocher aux besoins effectivement du comité régional du tourisme ou des agences départementales, agences d'attractivité ou comités départementaux du tourisme qui peuvent vous accompagner aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, ça commence à se structurer quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement une démarche régionale partagée qu'on a initiée au sein de Normandie Attractivité. Donc, Nathalie Rouxel pilote la démarche au sein de l'agence. Elle va nous en dire un peu plus. Donc, je laisse la parole à Nathalie. On n'entend pas, Nathalie. On n'entend pas. Tu n'as pas le son. Voilà, c'est mieux. Merci Magali. Juste avant, une question qui a été posée, vous y avez plus ou moins répondu tout à l'heure en disant que vous aviez accompagné des structures de 5 à plus de 1000 salariés. Mathieu nous demande quelques salariés, à partir de combien de salariés une stratégie RSE puisse être mise en place. Écoutez, moi j'ai accompagné une TPE de 3 salariés. Ça m'a posé aucun problème parce qu'encore une fois, le dirigeant était vraiment volontaire, ses équipes aussi. Comment ça s'est concrétisé? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de la gestion de déchets bois, hein, pour en faire du compost en grande échelle. On a travaillé plutôt sur des logiques effectivement de santé-sécurité au travail, sur des logiques vraiment proprement économiques et de business, de captation des marchés, etc., etc. Donc, on a vraiment eu cette approche-là. Hein. Mais c'est tout à fait envisageable. Pas de minimum. Non. Pas de minimum. C'est la bonne volonté qui compte. Hein. Pardon, allez-y. C'est la bonne volonté qui compte, pardon. Ok. Très bien. Merci Bruno pour cette intervention. J'espère que votre vision à tous de la RSE s'est éclaircie un petit peu, qu'elle vous a inspiré et donné envie d'aller approfondir le sujet. Comme le disait Magali, effectivement, comme le disait Bruno d'ailleurs, on a un panel de dispositifs régionaux à disposition via l'AD Normandie, l'ARACT, l'ADEME. Je répète un petit peu, mais ce sont des organismes qui vont pouvoir vous accompagner tant sur la méthodologie que d'un point de vue financier. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, en début de webinaire, je coordonne la mise en place d'une démarche RSE à l'échelle régionale qui globalement consiste en la création d'une plateforme de ressources partagées que nous allons mettre à votre disposition d'ici fin juin. Ça demande un petit peu de travail préalable. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver une grosse boîte à outils qui inclut toutes les données qui ont été traitées ce matin, les fondamentaux de la RSE, pourquoi, comment, pour qui, les leviers, les freins. Vous allez y retrouver également toutes les aides possibles, l'actualité de la RSE, les webinaires qui existent. L'ADN propose un webinaire sur les achats très prochainement. N'hésitez pas à y participer. Voilà, donc on va continuer à vous nourrir et à vous inspirer par le biais de cette plateforme.
mais aussi toutes les semaines dans notre newsletter qui dorénavant a une rubrique RSE et aussi par le biais de nos réseaux sociaux avec le hashtag Normandie RSE. Voilà. Je vous invite à prendre note de notre prochain webinaire qui aura lieu le 6 mai prochain à 9 h. Et cette fois, ce sera l'innovation qui sera mise en valeur avec le témoignage du directeur du centre de recherche Cicéron. Et je vous ai mis un petit sondage juste à côté des questions dans la rubrique sondage qui comporte 3 questions. Si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas, c'est très rapide. Et enfin, Bruno, on est un petit peu en avance, on a envie de vous laisser le mot de la fin. Conclure sur une note positive, la RSE, c'est quand même finalement, c'est très pratique, c'est accessible. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle doit être adaptée à la taille et aux ressources de la structure. Je regarde en même temps les commentaires. On a quelques commentaires qui arrivent. Très bien. Merci Bruno. Donc voilà. Oui, je vous laisse le mot de la fin. On a envie d'encourager l'ensemble de nos partenaires à s'engager dans des démarches RSE, RSO aussi, comme vous le dites. Encore merci et à très bientôt. Merci. Bruno, non? Je vous laisse la main. Si, excusez-moi. La difficulté de la coordination. Le mot de la fin pour Bruno. Le mot de la fin, en fait, oui, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Il faut vraiment décomplexifier la RSE, voir à travers effectivement ces démarches-là la capacité de pouvoir travailler de façon transversale au sein d'une entreprise, de façon stratégique et très pratico-pratique. Véritablement, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, je vais prendre une métaphore. Je vais laisser passer, effectivement, il y a un slide qui est dédié peut-être à la vision que j'ai de la RSE. Je vais prendre une métaphore qui est celle du cinéma. Pour vous dire que, voilà, imaginez, vous allez dans une salle traditionnelle et vous voyez finalement un film en 2D. Vous sortez de cette séance, puis vous allez dans une salle équipée en 3D où il vous faut mettre des lunettes et vous voyez le même film en 3D. Alors, c'est le même film et en même temps, c'est pas du tout le même film. Et la RSE, c'est ça, c'est passer d'une entreprise en 2D, une entreprise dans laquelle le fonctionnement obéit à un certain nombre de conditionnements, de réflexes, de situations sur lesquelles on ne s'interroge plus, à une entreprise en 3D. Et la RSE, finalement, en chaussant vos lunettes 3D, elle va vous permettre de vous reposer un certain nombre de questions sur le fonctionnement de votre organisation en les posant sous un angle éthique et finalement sortir d'un certain nombre de certitudes. Voilà, j'en terminerai par ça pour vous exprimer un petit peu ce que j'en pense. Très bien. Merci Bruno pour cette belle conclusion. Merci donc à tous. Un petit peu d'avance pour une fois. On a un tout petit peu d'avance. C'est très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires sur la RSE. On ne manquera pas de les transmettre à Bruno et de vous y répondre. Encore merci de votre présence à tous. Merci. Et très bonne journée. Bonne journée à vous. On a dans le chat le lien vers le site web RSE de Normandie Attractivité pour ceux qui veulent aller le voir. Romain vient de le mettre. Ça vous donnera une petite idée de l'état d'avancement du projet au sein de l'agence. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.